Alors, ce soir, je voulais revenir sur, plus exactement terminer les considérations qu'on avait engagées le mois dernier sur, au fond, sur ce que j'ai appelé le chiasme théorico-pratique. Alors, ce chiasme théorico-pratique, à partir de la sociologie, je serai extrêmement rapide là-dessus parce que j'aurai pas le temps ce soir, mais globalement, j'utilise un motif qu'on peut repérer dans des traditions sociologiques réputées un petit peu opposées, en tout cas hétérogènes, reposant sur des principes un petit peu différents, qui seraient, disons, une sociologie de tradition durkheimienne d'un côté, une sociologie de tradition weberienne de l'autre. Il me semble que, quelle que soit la tradition à laquelle on se réfère, de toute façon, on arrive à peu près aux mêmes fondamentaux philosophiques. Je ne dirais pas aux mêmes résultats en termes de sociologie, évidemment. D'ailleurs, je ne serais pas dans mon domaine de compétences pour redire une chose pareille. Mais en revanche, sur les fondements philosophiques, je pense qu'on arrive à des choses qui relèvent des mêmes présupposés philosophiques. Pour ça, il faut remonter à un problème à la fois simple et massif, qui est le problème globalement de toute la tradition de la philosophie politique. C'est la question de savoir comment on fait un tout c'est-à-dire unifié à partir d'une multitude d'individus, sachant que le problème, c'est que ces individus, en tant qu'éléments de cet ensemble qui tend à l'unité, doivent eux-mêmes conserver, je dirais, une certaine consistance ontologique. C'est-à-dire que quand vous prenez des individus pour faire un collectif, il faut que le collectif acquiert une solidité ontologique, il faut qu'il existe par lui-même. Mais s'il existe trop, il écrase les individus qui, eux, n'existent plus. Et là, on a un modèle classique d'analogie pour penser le social, qui est celui de l'organisme. Dans la modernité, on a eu aussi celui de la machine, et puis le modèle qui est aussi qu'on rencontre assez fréquemment, c'est le modèle de l'individu lui-même, c'est-à-dire qu'on considère la société comme un grand individu et l'individu comme une société. Hein. On a déjà cette manière de penser chez Platon. On essaie de penser comment l'un et le même est en réalité divisé en lui-même. Dans le quatrième livre de la République, Platon se demande, quand on dit qu'un homme est l'esclave de lui-même, pour qu'il soit l'esclave de lui-même, ça veut dire qu'il faut qu'il soit aussi en même temps le maître de lui-même. Et donc c'est absurde, parce que je ne peux pas être à la fois mon propre maître et mon propre esclave. Et donc on voit bien toute la difficulté qui est posée par ce problème politique, c'est-à-dire qu'il faut faire un avec ce qui est déjà un, c'est-à-dire des individus, avec la multitude des individus. Et donc ce modèle organique, c'est quand même celui qui domine la modernité, la naissance de la sociologie de tradition durkheimienne, qui remonte non pas souvent dans le cours de philosophie sur la sociologie, on dit Auguste Comte, mais Auguste Comte tient ça sur toute Saint-Simon. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que la sociologie relève du socialisme. C'est-à-dire que c'est vraiment le motif important dans ce que j'appelle le chiasme théorico-pratique, c'est-à-dire que le modèle de la réflexion théorique, c'est-à-dire sociologique, est un modèle qui se pose avant tout comme une normativité, c'est-à-dire le socialisme. C'est parce qu'on pense le socialisme qu'on conçoit la sociologie. Et dans cette tradition sociologique,
De l'autre côté, plus donc, une tradition bien être Tocqueville, Max Weber, on met l'accent plutôt sur l'individu, non pas sur la structure sociale, mais sur l'action sociale, sur les intentions de l'individu, et de manière assez courante, donc on oppose ces deux traditions sociologiques en disant il y en a une qui met l'accent sur la structure sociale et donc les choses seraient inconscientes. C'est le fameux problème du structuralisme que j'ai déjà évoqué ici. Une structure, alors c'est très étrange, une structure qui fait faire des choses aux individus selon des lois qu'ils ignorent eux-mêmes. Et puis de l'autre côté, le problème chez Weber avec l'action sociale, plutôt le problème des valeurs. C'est-à-dire que la science peut nous dire, je caricature un peu rapidement, mais pour qu'on en arrive à ce qui m'intéresse philosophiquement chez Weber, on a plutôt l'idée que la science peut nous dire comment nos comportements sont en relation avec des valeurs, mais elle ne peut rien nous dire sur les choix qu'on a à faire entre telle ou telle valeur. Et donc, on a ce relativisme tirant dans la lecture de Léo Strauss au nihilisme. Bon, voilà, c'est l'opposition qu'on présente de manière traditionnelle, mais ce n'est pas exactement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est que dans ces deux traditions, le présupposé fondamental, c'est, je dirais, le caractère autotélique de la société. C'est-à-dire qu'au fond, qu'on soit chez Durkheim, disons, dans cette tradition-là, ou dans une tradition plus libérale, plus fondée sur l'individu, en réalité, la finalité de la société, c'est de se produire, de se reproduire, de se développer et de s'imposer. Donc, elle est autotélique. Et pour saisir le fond, ce fond philosophique dans la sociologie, il faut remonter aux sources de la philosophie politique moderne, c'est-à-dire au concept de souveraineté tel qu'il a été défini, là aussi rien d'original, de manière très classique chez Baudin et chez Hobbes. La souveraineté, ce que ça signifie, c'est que celui qui prend des décisions n'a aucune autorité au-dessus de lui. Et d'une certaine manière, quand on y regarde de près ce que j'ai fait ces derniers temps, d'une certaine manière, on se rend compte qu'il n'a personne en dessous non plus. C'est-à-dire que, bon, je vais évoquer ça un petit peu rapidement maintenant, mais celui qui prend la décision de manière souveraine, ne se référant qu'à lui-même, au fond, finit par avoir pour but uniquement lui-même, et d'une certaine manière, il ne se nourrit plus de ce qu'il y a, entre guillemets, je mets des guillemets, en dessous de lui. Voilà, évidemment, cette souveraineté politique, causa sui, nous renvoie aussi à l'opposition du sujet épistémique cartésien, qui, en tant qu'il est un sujet épistémique, en tant qu'il est le sujet de la connaissance, se pose lui-même. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Il ne se pose pas lui-même sur le plan ontologique, puisque précisément le but, c'est de montrer que ontologiquement, il est dépendant de la puissance divine. Donc, le sujet cartésien, ontologiquement, il dépend de la toute-puissance de Dieu. Il n'est évidemment pas capable de s'apporter lui-même dans l'existence. En revanche, ce que Descartes pose comme exigence épistémique, c'est qu'il n'ait aucun présupposé, et donc qu'il soit cause de lui-même en tant que connaissant. Et donc, on retrouve exactement le même schéma chez Hobbes, qui évidemment s'inspire de Descartes, pour poser ce concept de philosophie politique qui, toutefois, ne vient pas de là, puisque c'est intéressant de se dire, souvent on dit oui, mais Hobbes, alors ça vient de Descartes. Évidemment, le cours de philosophie politique classique renvoie à Baudin, et Baudin, évidemment, lui, ça ne dépend pas de Descartes, donc ça vient d'autre chose.
Ça vient effectivement de cette question de l'autotélie de la société. L'autoposition de la volonté des citoyens chez Hobbes, en réalité, est le véritable fondement de l'autoposition du souverain. C'est-à-dire que c'est bien les citoyens qui décident en pleine volonté, en plein exercice de leur volonté, d'instituer le souverain comme souverain. D'ailleurs, Hobbes le dit, tout ce que fait le souverain, le citoyen ne peut pas s'y opposer parce qu'en réalité, c'est lui qui fait. C'est-à-dire que le citoyen transfère, je cite, toute sa force et toute sa puissance, et nous, on peut en conclure aussi toute sa volonté au souverain. Donc, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a une relation évidente entre l'autotélie de la société et l'autotélie de l'individu. C'est bien parce que l'individu n'a d'autre fin que lui-même que finalement, il fonde une société qui n'a d'autre fin qu'elle-même. En réalité, si on regarde là aussi chez Hobbes, et on retrouvera ça dans tout le libéralisme, et on retrouvera ça dans des écoles de pensée très différentes. Souvent, je pose Turgot en face de Rousseau, parce qu'en réalité, ça revient au même. C'est un égoïsme qui renonce à son égoïsme par égoïsme. C'est-à-dire que le but, c'est bien de, comme on dit Hobbes, d'obtenir une vie plus sûre et plus satisfaisante. Donc, c'est bien l'individu se retrouve lui-même dans sa volonté souveraine, dans la volonté du souverain qui dirige la société. Et on le voit de manière très claire quand on compare, quand on pratique un contraste entre cette façon de concevoir l'unité de la société. Alors, je ne vais pas m'étendre plus dessus, hein, mais juste pour situer un petit peu toujours ce contraste ancien-moderne. Si on prend la fin de la tradition des anciens avant cette modernité-là, on a grosso modo les discussions sur la monarchie au XIIIe siècle. Alors, notamment, je suis allé regarder de plus près chez saint Thomas. Et ce qui caractérise véritablement la conception de la monarchie par saint Thomas, c'est le syllogisme pratique aristotélicien. Il faut aller voir un petit peu les textes de la somme théologique sur la question de la volonté, de la délibération, et les rapprocher d'autres textes sur la loi dans la somme théologique, et puis les commentaires de la politique d'Aristote et le traité des Régnaux, qui est un traité donc tardif. Et là, on se rend compte qu'au fond, alors je condense un petit peu, je synthétise, hein, le monarque a un pouvoir plein et entier, et les auteurs de l'époque utilisent le terme de puissance plénière, plénitude potestas, qui est habituellement utilisé pour le pape. Mais en fait, c'est un terme générique. Et c'est intéressant parce qu'on voit que cette puissance pleine et entière n'est pas une souveraineté, justement. C'est-à-dire que saint Thomas le dit très bien, la société a une finalité extrinsèque. Elle poursuit un bien qui n'est pas sa propre existence. Et évidemment, ce bien, c'est la béatitude des hommes et de tous les hommes. Évidemment, il y a quelque chose d'aristotélicien, c'est-à-dire que le but de la cité, c'est la contemplation des choses divines, la théoria, sauf que chez Aristote, la contemplation des choses divines est réservée aux philosophes, et les autres ne font que travailler pour que le philosophe puisse atteindre cette contemplation, alors que dans la monarchie chrétienne telle qu'elle est conçue par saint Thomas, entre autres, le but, c'est que tous les hommes soient conduits vers la béatitude. Donc, il y a une fin extrinsèque à la société, et comme le monarque qui a cette plénitude de pouvoir n'est pas le souverain, évidemment, il est soumis à une autorité plus haute que lui, qui, alors, évidemment, alors
savons celle du pape, mais c'est surtout évidemment celle du Christ roi, qui est au-dessus de lui, de la loi divine révélée, mais aussi de la loi de la nature, qui est la loi éternelle de Dieu qui s'inscrit pour saint Thomas dans l'âme de la créature finie. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on va voir son interprétation du syllogisme pratique, c'est qu'il dit le syllogisme pratique est fini. C'est intéressant parce que ça vient en contraste avec la liberté d'indifférence chez Descartes. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire que chez Descartes, d'une certaine manière, la liberté d'indifférence, ça signifie que la délibération est infinie, et saint Thomas, lui, considère que la délibération, elle est finie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de la même manière que pour un syllogisme théorique, au bout d'un moment, les premières prémices du syllogisme sont indémontrables. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer. C'est ce qui sera repris par Pascal par la suite, et par toute une tradition dans la philosophie de la connaissance. Si on ne veut pas sombrer dans le scepticisme, on doit considérer que les premières considérations de la démonstration logique sont indémontrables. Alors, on peut toujours le contester sur le plan théorique, ça ne coûte rien de se dire, bah, tiens, au fond, voilà, on a d'abord commencé par dire quelque chose qui n'était pas démontrable. Sur le plan pratique, on ne peut pas le contester. Pourquoi? Parce que les gens finissent par agir et par prendre des décisions. Donc, il est incontestable que la délibération trouve une fin. Mais si elle trouve une fin, c'est-à-dire que si on prend une décision, et c'est ce qui repose sur les épaules du monarque, c'est lui qui doit prendre la décision. Et dans ce sens-là, c'est bien lui qui possède la plénitude de puissance. C'est lui qui tranche, finalement. Mais le fait qu'il tranche, ça ne veut pas dire que c'est lui qui fonde absolument son syllogisme pratique. C'est-à-dire qu'il est bien aussi obligé de prendre comme prémisse de son syllogisme pratique, là on trouve chez Aristote dans les Topiques, les idées les plus répandues, celles des gens qui sont habituellement considérés comme les plus sages, comme les anciens, ceux qui ont la vie plus autorisée, etc. C'est-à-dire que le monarque ne prend pas, comme le souverain, sa décision à partir de lui-même, il prend sa décision à partir d'un état de la société au moment où il prend sa décision, c'est-à-dire à partir de ce que saint Thomas appelle des coutumes. C'est quoi le terme latin? On peut le traduire par usage, coutume, pratique, voire tradition. C'est ce qui m'intéresse ici, c'est qu'en fait, c'est la tradition qui parle, et on sait bien que le droit, il y a tout un pan de notre droit qui est du droit coutumier. Et donc, le monarque, au fond, dans sa démarche même de promulgation de la loi, reconnaît une dette envers ses sujets. C'est-à-dire, c'est ces sujets qui lui fournissent la loi. Plus tard, au XVe siècle, quand on va commencer à transcrire le droit coutumier, à l'inscrire dans les codes de loi, on fera ce qu'on appelle des enquêtes à turbe, c'est-à-dire la turba, c'est-à-dire la foule. On fait venir des gens, les représentants des villages, des communautés, des corporations, etc., qui viennent dire voilà comment on fait habituellement, et comment on fait habituellement, c'est ce qu'on va inscrire dans la loi. On va dire que la manière dont on fait habituellement, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc là, on a bien une normativité qui provient de la vie de la société elle-même, parce que la société accepte d'abord de se percevoir en tant qu'elle a une fin qui la dépasse, une fin transcendante, c'est-à-dire la béatitude de tous. Alors, c'est très intéressant de voir que la société est capable de trouver en elle-même, dans sa coutume, dans ses traditions, sa propre normativité, précisément parce qu'elle ne se pose pas comme fin en soi. C'est-à-dire que la société n'étant pas autotélique, d'une certaine manière, elle accepte de vivre comme elle vit, sans pouvoir se fonder, se justifier absolument, en acceptant sa finitude, on pourrait dire,
en acceptant que on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça et que il serait bien difficile de démontrer pourquoi c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, mais aussi il serait tout aussi difficile de démontrer pourquoi il faudrait s'y prendre autrement. Alors je trouve que ça parle vraiment d'une manière particulièrement vivante à notre époque, où sans arrêt on dit oui mais pourquoi on fait comme ça, il faut remettre en cause, il faut démystifier, il faut, etc., faire la chasse aux stéréotypes et compagnie. Et donc, maintenant si on en revient à la sociologie, on voit bien que dans la sociologie, il y a une volonté justement de fonder scientifiquement, démonstrative, les décisions politiques. C'est vrai chez Weber qui, dans ses essais sur ses essais sur la théorie de la science, dit pourquoi est-ce qu'on fait de la science sociologique? Pour éduquer le législateur. Donc le but de la science sociologique, c'est bien, on le voit, si on compare ça à quelques siècles de distance avec saint Thomas et encore l'édification du droit coutumier au XVe siècle, on voit bien que c'est une volonté de substituer la démarche scientifique, la démonstration scientifique, aux coutumes, aux manières de vivre qui sont celles des gens qui sont de fait. Et évidemment, alors c'est le cas chez Weber, c'est aussi le cas chez Durkheim. Durkheim manifeste encore plus, évidemment, de manière plus évidente, plus facile, plus directe, cette idée que la société est autotélique, puisqu'il le dit, quelles sont les normes que doit suivre la société. La norme, ça a deux sens. La norme, c'est le modèle, l'idéal à poursuivre, et puis c'est la norme statistique. C'est ce qui se produit le plus souvent. Et Durkheim fait un raisonnement dans les règles de la méthode sociologique pour montrer qu'en fait, ces deux définitions de la norme n'en font qu'une. Il dit la norme statistique, c'est ce que sont les individus la plupart du temps. Si les individus sont de cette manière-là la plupart du temps, c'est parce que c'est les individus qui survivent. Donc leur manière d'être est la manière d'être la plus efficace. Et comme cette manière d'être est la manière d'être la plus efficace, c'est aussi la norme au sens du modèle, de la manière dont il faut faire. Et donc on voit bien que l'identification entre la norme au sens idéal et la norme au sens statistique chez Durkheim provient bien d'un postulat philosophique qui est que ce qu'il faut faire, c'est survivre. C'est-à-dire se produire. Le souverain produit la société, c'est le contrat social de Rousseau. Il y a un pacte qui fait un contrat, et donc la société civile, la société de droit naît comme un tout dans son existence de société, de cette décision-là, donc de son propre fait. Elle est causa sui en même temps que autotélique. Ça va avec. Et donc, elle se produit elle-même et d'elle-même. Et ensuite, son but, j'avais évoqué ça quand j'avais parlé de la question de l'éducation nationale, idée rousseauiste reprise par Robespierre et Le Pelletier et Saint-Just dans une idée un petit peu de constitution spartiate. Donc cette éducation nationale qui est en réalité une rééducation nationale, parce qu'il faut prendre les individus à leur milieu naturel, familial, etc., pour les rééduquer. Pourquoi? Pour que cette société qui s'est produite par elle-même puisse se reproduire. Et comme il faut qu'elle se produise et qu'elle se reproduise, il faut qu'elle domine son milieu, il faut qu'elle soit puissante, il faut qu'elle s'impose, il faut qu'elle se développe en réalité, qu'elle gagne en force. Et dans ce sens-là, on voit bien que l'idée qui domine tout ça, c'est... il faudrait préciser évidemment le rapprochement, mais c'est l'idée de la volonté de puissance. C'est un être dont tout l'être est de s'affirmer en tant que ce qu'il est. Quel est le but de cet être? D'être ce qu'il est, et de l'être toujours plus, et de l'être sans cesse. Alors,
cette structure-là, l'autotélie, elle vaut pour l'individu et pour la société. On a vu avec Hobbes, au fond, la souveraineté du souverain, c'est le miroir de la souveraineté de l'individu sur lui-même. Et donc, ce que je voudrais maintenant développer, c'est cette identité, en réalité, qu'on retrouve à la racine, cette identité dans le projet, hein, dans la façon de concevoir ce que c'est que l'être. On le retrouve à la racine aussi bien de l'individualisme le plus enragé que du collectivisme le plus radical, tel qu'on a pu le voir dans le socialisme français. Il y a le phalanstère, l'organisme social, etc. Chez Saint-Simon. Saint-Simon, c'est marquant parce que là, je ne le cite pas, mais il y a vraiment des textes où il dit les choses de cette manière-là. Et c'est à partir de là qu'Auguste Comte invente la sociologie, enfin, le terme et l'idée de sociologie. Alors, cette identité, en fait, entre le collectivisme et l'individualisme, c'est vraiment les deux faces de la même médaille. Je trouve qu'on le voit assez bien quand on regarde les textes de Canguilhem sur la norme individuelle. Notamment, alors ça, c'est pas une citation de Normal et pathologique, c'est une citation du petit article qui s'appelle aussi Normal et pathologique dans la connaissance de la vie. Canguilhem dit la chose suivante, je cite, « Toujours est-il qu'en individualisant la norme et le normal, nous semblons abolir les frontières entre le normal et le pathologique. » Avant de montrer, je fais une citation, avant de montrer dans les pages qui suivent que la norme, même si elle est individuelle, reste toujours une norme. Là, il reprend une idée du normal et du pathologique, qui réfléchit d'abord avant de réfléchir sur la société, évidemment, réfléchit d'abord sur la maladie, dans laquelle il dit un individu en bonne santé, ce n'est pas un individu normal par rapport à la statistique des individus, c'est un individu normal par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'un individu qui tombe malade, c'est un individu qui, du jour au lendemain, ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Et il est guéri quand il a retrouvé une capacité d'action qui fait qu'il se remet à vivre comme avant. Il avait certaines possibilités de vivre. Et au fond, être en bonne santé, c'est avoir des possibilités d'être et d'en avoir plus qu'on en utilise. Il finit par dire être en bonne santé, c'est pouvoir se permettre de tomber malade et en guérir. C'est-à-dire être capable de faire des excès, par exemple, être capable de se rendre malade d'une certaine manière. Donc on voit bien que c'est la volonté de puissance qui est derrière tout ça. Je suis capable de me produire et reproduire, quels que soient les obstacles. Donc, on a bien cette idée d'individu qui est à lui-même sa propre norme, et donc la même idée que chez Hobbes, la même autotélie. Le but de l'individu, c'est de se produire et reproduire, et aussi la même tautologie. C'est-à-dire que l'individu se reproduit à partir de lui-même, et qu'il n'est que lui-même. Et tout ça produit quelque chose de très contradictoire. J'ai formulé comme ça, l'individu autotélique ne peut que fonder une société autotélique, c'est-à-dire une société totalitaire. Et cette société totalitaire, écrasant l'individu, ne peut qu'engendrer le désir d'affirmation de soi de l'individu, c'est-à-dire sa propre autotélie. On sait bien, plus la société est totalitaire, plus les individus réagissent et se rebiffent pour affirmer leur individualité transgressive par rapport aux lois totalitaires de la société. Donc on voit bien que c'est parce que, et ça, chez Hobbes, c'est vraiment dans le deuxième livre du Léviathan, ça crève vraiment les yeux. C'est bien le caractère autotélique de l'individu qui, engendrant cette guerre de tous contre tous, rend nécessaire ce renoncement
que l'individu a de lui-même, en acceptant un souverain tout-puissant, pour pouvoir survivre, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à être lui-même. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un égoïsme qui renonce à lui-même par égoïsme. Donc ça redouble ce caractère autocentré de l'individu. Et donc il n'y a pas une opposition du tout entre les deux écoles sociologiques en réalité. Il n'y a pas du tout une opposition entre l'individualisme et le collectivisme. L'individualisme engendre le collectivisme et le collectivisme engendre l'individualisme. Et plus l'un s'enrage en lui-même et engendre l'autre, et plus l'un et l'autre se radicalisent. C'est-à-dire que plus on a une société dans laquelle l'individu veut être absolument lui-même, être indépendant, ne pas être influencé, ne pas être, on dit plus formé maintenant, on dit formaté. On a remplacé, former c'est formaté. Donc, il faut plus se former parce qu'autrement on serait formaté. Alors on voit bien que plus l'individu renonce à ça, et plus il y a besoin de faire des lois à tous azimuts pour quand même contraindre des individus à ne pas se tuer les uns les autres. C'est très très vivant en fait dans ce qu'on est en train de vivre actuellement, ce que Hobbes a raconté. C'est vraiment extrêmement actuel. Moi, en faisant cette réflexion, Hobbes m'a toujours ennuyé à mourir. À la fac, quand il fallait lire Hobbes, je n'ai jamais pu le faire parce que ça m'ennuyait. Et en comprenant ces choses-là actuellement, je me remets à lire Hobbes avec passion, en me disant ah mais oui, mais en fait c'est vraiment, il décrit exactement ce qui est en train de se passer dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est assez étonnant parce que c'est vieux quand même maintenant. C'est quand même déjà des choses qui datent. Et donc, voilà, on a une sorte de cette contradiction nous plonge dans une sorte de folie collective où il faut absolument que l'individu soit libéré de tout ce qui pourrait le former. Et plus il est libéré de tout ce qui pourrait le former, et plus ça induit cette nécessité d'une coercition violente. Et quand on le libère de ces stéréotypes, l'individu, on se rend compte qu'en fait, on l'abandonne à la violence pure du monde. C'est-à-dire que, bon, si on prend un exemple très concret, si vous ne voulez pas qu'un enfant ait de stéréotypes, ben, il ne faut pas l'éduquer. Parce que tout ce que vous lui apprenez comme manière d'être, comme mœurs, comme coutumier, quand on lui dit il ne faut pas faire ça, ça c'est pas bien, ça repose sur des stéréotypes, c'est-à-dire sur une conception généralisée d'événements et d'individus qui sont singuliers. Et autrement, si on ne décide pas de sacrifier le singulier à la généralité, on ne peut plus du tout rien dire, ni rien faire. Donc quand on éduque un enfant, c'est fatalement avec quelque chose qui ressemble à des stéréotypes. Mais si on ne veut pas faire ça, alors on l'abandonne à la violence du monde. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de repères, on le voit aujourd'hui, les gens s'inquiètent des réseaux en disant « oh là là, oui, mais c'est Internet qui corrompt ». Non, c'est parce que les enfants sont corrompus qu'ils s'exposent à ces influences-là. C'est parce qu'on ne veut plus leur transmettre quelque chose qui serait de l'ordre des mœurs, de la coutume, de la tradition, etc., qu'on les expose à ça. Mais si j'arrive avec des principes très solides en face de gens qui veulent se servir d'eux, qui veulent les tromper, etc., ça ne marche pas. Mais je trouve que la situation qu'on est en train de vivre sur le plan des mœurs, disons-le de manière générale, trouve parfaitement son intelligibilité dans ce contraste qu'on voit entre la politique de saint Thomas et la politique de Hobbes. Et ça se traduit sur le plan, disons, de la philosophie des valeurs par un motif que je résumerai de la manière suivante. Le passage du devoir-être. Hein, le devoir-être, c'est quoi? C'est ce qu'on devrait être, mais que nous ne sommes pas en fait. C'est-à-dire ce qui fait qu'on sait qu'on doit s'améliorer, qu'on doit faire des efforts, qu'on doit, etc. Au devoir d'être. C'est-à-dire que ce que j'ai appelé l'autotélie depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que mon devoir-être, c'est d'être. C'est-à-dire que ce que je dois faire dans la vie, c'est continuer à être. Que doit faire une société bonne? Continuer à être, ne pas disparaître.
quels que soient les moyens. Ça devient secondaire. À partir du moment où la finalité est la société elle-même dans son existence, alors c'est-à-dire qu'il n'y a plus de finalité extrinsèque. À ce moment-là, c'est la fameuse formule de la fin justifie les moyens. Et comme la fin, c'est le moyen, vous voyez, alors, évidemment, ça, je conçois que dit comme ça paraît un peu, comment dire, un peu évident. Et pourtant, c'est quand même ces évidences-là qu'il y a derrière toutes ces théories assez complexes, de philosophie politique, de philosophie morale, de sociologie, etc. Ça repose quand même sur des choix philosophiques aussi fondamentaux que ça. C'est-à-dire, alors ce choix entre la volonté de puissance, c'est-à-dire le devoir d'être, et le devoir-être. Et le devoir-être, ça signifie accepter, pour commencer, ma différence avec l'exigence, c'est-à-dire ma différence avec ce que je devrais être. Commencer par me dire qu'il y a du mal en moi, que je devrais évacuer, puisque je ne suis pas conforme à mon devoir-être. Et devoir-être, ça veut dire être capable de me rendre présent à une valeur qui doit me transformer, puisque je ne suis pas conforme à ce que je devrais être. Donc je dois accepter quelque chose qui m'est étranger, quelque chose d'autre, qui va me transformer. À quoi je dois me faire. C'est-à-dire que le bien, c'est ce à quoi il faut se faire. Je dois m'y faire. Je dois me faire au bien pour devenir meilleur. Et ça, c'est ce qui s'oppose à la volonté de puissance, ça s'appelle la charité. La charité, accepter que quelque chose d'autre me transforme moi, et faire passer quelque chose d'autre avant moi, ça s'appelle la charité. C'est pour ça que cette conférence se déroule dans un local paroissial d'ailleurs. J'ai essayé de résumer un petit peu cette chose, cette opposition, avec une réflexion sur la question de la beauté. C'est souvent, alors je dis avec d'autant plus de conscience de la responsabilité que ça implique d'enseigner la philosophie, que j'ai des futurs professeurs de philosophie en face de moi. Je dis pour les gens qui sont en ligne, j'ai des futurs professeurs de philosophie en face de moi. Et quand on fait un cours de philosophie alors officiellement, le programme, c'est un cours sur l'art. Et souvent, les collègues qui font un cours sur l'art, ils ne savent pas trop s'ils doivent faire un cours sur la beauté ou un cours sur l'art. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Alors souvent, on commence par Platon et la beauté chez Platon, ensuite la beauté chez Aristote, chez Plotin, etc., bon, éventuellement chez saint Thomas. Et puis après, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on passe au jugement du goût, à l'art, etc., avec les modernes, avec Burke et Kant et compagnie. Et donc là, d'un seul coup, on dit, c'est quoi le rapport entre les deux? Parce qu'en réalité, il y a quand même un petit peu de tromperie sur la marchandise. La tromperie sur la marchandise vient de la chose suivante. Pour les anciens, c'est-à-dire pour tous les gens qui ont réfléchi à ces questions-là, jusqu'à, disons, des gens comme les premiers auteurs en esthétique, comme Dubos, voilà, ou comme Burke chez les Anglais, bon, jusqu'à, disons, la toute fin du XVIIe siècle, la beauté, c'était essentiellement une question d'ontologie. La beauté, ça manifestait l'être. Et alors le texte le plus scolaire et le plus exemplaire et le plus clair, c'est le discours de Diotima dans le banquet de Platon. On accède à la beauté en s'élevant à quelque chose qui nous dépasse, les préoccupations, disons, terrestres. Et donc, la beauté, c'est une affaire c'est une affaire mystique. C'est-à-dire que nous devons pratiquer une ascèse pour nous transformer, pour renoncer, alors, si on prend le contexte chrétien, pour renoncer à nos appétits terrestres, à nos appétits charnels, à nos petites volontés mondaines, et nous défaisant
de cet égoïsme, de cette volonté de puissance, on pourrait dire, nous nous rendons, on pourrait dire presque transparents à la lumière divine, qui à ce moment-là peut rayonner jusqu'à nous. On s'expose à la lumière divine. C'est ce que doit faire le peintre d'icône avant de commencer à peindre son icône. Puisque c'est cette modèle-là, son modèle. Enfin, cette lumière-là qui est son modèle. Chez les modernes, la question de la beauté n'a plus de rapport avec la mystique et l'ontologie, mais un rapport avec l'art, c'est-à-dire le faire. La beauté, on y accède en fabriquant des choses. Je trouve qu'on voit très très bien ce retournement de situation chez deux auteurs, Hume et Voltaire. Ce que j'ai sélectionné, c'est une citation de Hume. Alors, vous voyez, l'inversion, la beauté pour les anciens, c'est ce qui me dépasse infiniment et à quoi je dois me faire. C'est-à-dire que je dois accepter de me laisser transformer par quelque chose qui rayonne jusqu'à moi et faire l'effort de laisser cette transformation s'opérer. C'est pas du tout une passivité. C'est un exercice extrêmement difficile que je dois faire sur moi-même pour me laisser transformer par quelque chose qui me dépasse. Dans la mentalité moderne, on a tendance à considérer que si je me fais transformer, je suis passif. Non, c'est un vrai travail de se laisser transformer. Et chez les modernes, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dois me faire à quelque chose qui me dépasse. Je dois transformer le monde pour qu'il corresponde à ce que je suis. C'est-à-dire qu'on retrouve bien le principe autotélique. Alors écoutez ce que dit Hume, traité de la nature humaine, le traité 2, première partie, section 8. La beauté est un ordre et une construction de parties telles que, soit par la constitution première de notre nature, soit par coutume, soit par caprice, il est apte à donner un plaisir et une satisfaction à l'âme. C'est-à-dire que c'est un ordre et une construction qui doit satisfaire mon âme, telle qu'elle est. C'est pour ça qu'il faut un artisan pour transformer les choses du monde et les mettre en ordre conformément à ce que je suis, pour qu'elles me correspondent. Chez Voltaire, c'est encore plus cynique. Il explique que la beauté, c'est la crapaude pour son crapaud. C'est-à-dire que c'est ce qui correspond à sa volonté de puissance. Donc, c'est plus moi qui dois me laisser transformer par une valeur qui me dépasse, mais c'est moi qui dois transformer les choses pour qu'elles soient ordonnées et adaptées à ce que je suis. Bon, alors, ça correspond très exactement au principe de la souveraineté. C'est pas un hasard si cette manière d'associer le beau à l'art apparaît strictement à l'époque où apparaît l'idée de souveraineté politique, de subjectivité qui construit sa propre connaissance du monde, le sujet épistémique cartésien. Tout ça arrive en même temps parce que ça veut dire la même chose. Et alors que cette question de la beauté, évidemment, nous fait parfaitement comprendre le caractère vraiment fondamental de ce schéma. Ce n'est pas un schéma qui est propre aux politiques, ou c'est un schéma qui est propre à l'esthétique, ou à la morale. On voit bien que c'est un schéma qui correspond à tous les aspects de l'existence, y compris aussi en morale. Là, je cite à nouveau le Léviathan, donc chapitre 17, que je vais rapprocher d'un autre auteur moderne. Vous allez tout de suite voir, les futurs profs de philo et les philosophes vont tout de suite voir duquel il s'agit, en voyant cette citation dans le Léviathan, faire aux autres comme nous voudrions qu'on nous fît d'elle-même. C'est-à-dire, il faut que je me comporte en faisant aux autres ce que je voudrais qu'ils me fassent à moi. Bon, évidemment, ça renvoie à Kant. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. C'est-à-dire que ce qu'il faut que je fasse, c'est ce que je voudrais que les autres fassent aussi. Et si je considère que tout le monde pourrait le faire, alors je pense que tout le monde devrait le faire, alors c'est ça qui est moral.
Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont Hobbes formule les choses. D'une certaine manière, un peu plus franche, plus naïve et plus honnête que Kant. Il dit faire aux autres comme nous voudrions qu'on nous fît. C'est mon vouloir qui est posé au fondement. C'est moi qui veux. Et ce qui est remarquable, c'est que ce que j'attends des autres, ce n'est rien de plus que ce que je suis capable de vouloir moi. C'est une pauvreté à pleurer, en fait, comme relation. De n'attendre des autres que ce que je suis capable de vouloir. Et évidemment, on voit bien là l'expression de ce refus de la tradition. Puisque si on revient au syllogisme pratique du monarque thomasien, ce qu'il prend comme prémisse de son syllogisme pratique, les coutumes, les traditions, c'est ce qu'il n'aurait pas pensé vouloir lui-même. Il n'aurait jamais eu l'idée. C'est bien donné par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il reçoit plus que ce qu'il est capable de vouloir. Et donc, ce que ça traduit, c'est que cette autotélie, qui est aussi une tautologie de l'être dans la modernité, que ce soit l'individu ou la société, pose aussi l'égalité entre les individus. C'est-à-dire une symétrie. Mais quand on fait de la phénoménologie, il y a une chose qu'on sait très bien, c'est que précisément, les autres nous apparaissent toujours comme autres. Et même quand ils apparaissent comme alter ego, quand on enseigne la philosophie, on est toujours obligé de préciser la différence entre E-G-O et E-G-A-U-X, puisque l'un semble entraîner l'autre. Alter ego, les autres sont mes égos, parce que c'est les alter ego. Mais sauf que les autres, c'est quand même toujours les autres. Et que moi, je suis le même. Et donc, il y a une asymétrie fondamentale dans la relation intersubjective. C'est moi qui vois les autres. Et je ne les vois que comme autres. Alors, quand on pose l'égalité comme principe, c'est-à-dire que je ne veux que tout ce que je veux, c'est que les autres le fassent comme moi je peux vouloir, pourquoi est-ce que c'est très pauvre? Mais parce qu'au fond, c'est déjà ça ne prend pas en compte cette asymétrie fondamentale de la relation intersubjective. Et puis, surtout, ça ne réussit pas à la compenser. Le principe de charité, alors pas le principe de charité dont j'ai déjà parlé peut-être ici de Quine et de Davidson, mais l'idée de la charité chrétienne, quoi, disons-le comme ça. La charité, ça veut dire les autres avant moi. C'est-à-dire que c'est une exigence morale qui cherche à renverser la symétrie de la relation intersubjective. C'est que dans ma relation aux autres, je suis tellement avant les autres, ontologiquement, et donc phénoménologiquement, que je ne peux dépasser et aller vers le bien, c'est-à-dire chercher à m'y faire, à me transformer moi, qu'en renversant cette asymétrie dans la charité, c'est-à-dire en décidant délibérément d'emblée de faire passer les autres avant. Mais à ce moment-là, évidemment, on n'est plus dans le schéma moderniste de l'égalité. Puisque, au fond, le schéma moderniste de l'égalité procède de l'autotélie et de la tautologie qui, comme j'ai dit, entraîne une exaspération à la fois de l'individualisme et du collectivisme. Donc, en réalité, la charité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'une certaine manière, c'est une très grande exigence vis-à-vis de soi, mais c'est aussi une très grande espérance vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire que la charité, ça veut dire aussi que j'attends des autres beaucoup plus que ce que je suis capable de vouloir par moi-même. C'est-à-dire l'inespéré. J'aime bien l'image. Alors ça, c'est ça la tradition. J'aime bien l'image pour comprendre ça, qui est la suivante. La tradition, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai hérité de quelque chose qui dépasse ce que je suis capable de savoir, de penser, de vouloir, etc. Bon. Et je ne sais pas trop quoi en faire, d'une certaine manière. C'est un peu comme quelqu'un qui hérite d'un champ
particulièrement mal situé, aride, vraiment bon, un mauvais champ, quoi. Et puis, par respect de ce qui a été donné, on décide de le garder. Puis un jour, dedans, on trouve, je sais pas, du pétrole, du coltan, un truc qu'on n'aurait jamais imaginé par soi-même avant. Voilà, c'est ça la tradition. C'est-à-dire que ce que les autres me donnent, j'accepte que ça puisse infiniment dépasser mon autoposition, mon caractère de cause de moi-même, etc. C'est-à-dire le savoir, la souveraineté, etc. Et voilà, je crois que c'est ça que ça veut dire, la tradition. La transgression, c'est la souveraineté. Et donc la volonté de puissance. La tradition, qu'est-ce que c'est? C'est le syllogisme pratique de saint Thomas. Et puis c'est évidemment cette capacité à se faire, et donc aussi à avoir une exigence d'un devoir-être, et non pas l'exigence du devoir d'être qui anime toute l'ascension sociologique. Et puis, évidemment, ces figures, disons, contemporaines, je vais y venir pour terminer. J'y viens maintenant pour terminer, parce que chez Kant, on voit aussi apparaître un motif qui est réactivé constamment dans la sociologie et puis dans les sciences de l'homme, dans le projet d'histoire universelle. D'un point de vue cosmopolitique, ce texte classique qu'on étudie si souvent en classe, au fond, c'est un des premiers textes dans lesquels un auteur dit, voilà, les individus sont animés par un mouvement historique qui les dépasse. C'est-à-dire qu'il y a elle appellera ça la ruse de la raison, mais enfin, il y a toujours la ruse de quelque chose. Et dans la sociologie, il y a la ruse de la société, il y a la ruse de la raison de la vie, de tout ce qu'on voudra. Enfin, il y a la ruse de quelque chose qui nous dépasse. Et à l'arrivée, ça s'appelle le structuralisme, c'est-à-dire qu'on explique que les gens agissent, croient agir parce qu'ils ont des motifs d'agir, et en réalité, ils sont comme manipulés, c'est-à-dire qu'ils agissent pour d'autres raisons, et que leurs motifs sont parfaitement illusoires. Et alors, quand on se pose comme le savant qui fait cette théorie-là, on se pose quand même comme le seul individu qui a compris le truc et qui ne se laisse pas avoir par la ruse. C'est-à-dire que tout le monde, si on se place à l'époque de Kant, tout le monde suit ce mouvement sauf Emmanuel Kant, grâce aux lumières de la raison. Et puis après, tout le monde se fait avoir par la ruse de la raison, sauf Hegel. Tout le monde se fait avoir par la ruse de l'ordre social, sauf, qui sais-je, Pierre Bourdieu, etc. Bon. Il y a toujours un malin qui, lui, ne se laisse pas avoir par la ruse de la raison, et c'est toujours un savant. Donc, au fond, c'est une proposition parfaitement contradictoire. C'est quand même alors je dis ça, c'est pas par esprit de chapelle, parce que c'est vrai de la phénoménologie aussi. Ça a quand même été ça de l'entreprise husserlienne, c'est-à-dire se dire, bon, je suis capable par la réduction phénoménologique de fonder absolument le savoir. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand on fait de la science, on sait, mais sans savoir. On utilise des outils de la raison, de la logique, etc., mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et moi, je pourrais, en retournant la raison sur elle-même, savoir ce que c'est que la raison de la raison. Bon, on voit bien que ça s'engage, c'est ce qui apparaît d'ailleurs dans la 6e méditation cartésienne d'Eugen Fink, qui est l'assistant de Husserl, c'est qu'on s'engage dans une régression à l'infini, d'une certaine manière. Il y a un sujet qui se voit être le sujet du monde, mais dont ce sujet lui-même doit bien parler de ce qu'il est lui-même à partir de son propre langage. On trouve encore ça chez Derrida, je l'avais évoqué dans une séance précédente. Quand je décide de dire que
toutes les idées que je me fais sur le réel, c'est un effet de langage, je ne peux le dire qu'avec le langage. Donc je m'engage dans une entreprise de langage sur le langage qui tourne sur lui-même sans fin et sans fond. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai une petite discussion avec un libraire où on discutait d'un auteur qui publie 2 livres par an. Et il me dit, oui, c'est incroyable, il dit, ça me rappelle Derrida, on n'en pouvait plus, il faisait un livre tous les 2 mois. Bon. Mais c'est pas juste une anecdote, je crois, c'est que effectivement, quand on lit de la grammatologie, en fait, les premières pages de la grammatologie, ça explique déjà le programme. C'est-à-dire que ce langage inflationniste, c'est-à-dire qu'il parle de lui-même de manière à ne plus pouvoir jamais s'arrêter. Et c'est un des effets de la tautologie et de l'autotélie. C'est-à-dire que je suis ce que je suis, je me reproduis, voilà, je prends de l'ampleur en permanence comme ça. Et c'est ça le chiasme théorico-pratique. C'est-à-dire renoncer au caractère fini de la délibération. C'est-à-dire qu'il y a de l'indémontrable. Il y a des choses dont je pense, j'éprouve qu'elles sont bonnes, j'éprouve que c'est des valeurs, sans pouvoir le démontrer. Et c'est ça dans la modernité qu'on ne semble plus pouvoir accepter. Et comme on ne peut plus l'accepter, on doit démontrer en permanence ces valeurs. Et comme Max Weber, on se rend compte qu'en fait, elles sont indémontrables. Et comme elles sont indémontrables, on s'abandonne au fond à l'arbitraire dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire au caprice immédiat de l'individu qui veut des choses à partir de lui-même, et surtout ce qu'il veut, c'est vouloir à partir de lui-même, mais surtout pas à partir des autres. C'est-à-dire un refus total de la charité. Tout ce que je veux, il ne faut surtout pas que ça procède d'une représentation qu'on m'aurait transmise, de valeurs qu'on m'aurait transmises. Il ne faut surtout pas que ça se réfère aux autres, que ça vienne de moi, parce qu'autrement, ma liberté d'individu serait atteinte. Et c'est évidemment, je termine là-dessus pour ce soir, parce que je pense que la boucle est bouclée. C'est ce que j'appelle finalement le chiasme théorico-pratique, c'est-à-dire que le savant, c'est-à-dire celui qui sait la ruse de la raison, c'est-à-dire celui qui va savoir fonder de manière ultime ses choix de vie, ses valeurs, ses normes, etc. Eh bien, ce savant-là, en même temps, donc ce savant, on va dire, c'est Kant, et puis ce savant-là, c'est aussi un néo-kantien qui fait de la sociologie, c'est Max Weber. Il se dit, oui, mais en démontrant mes valeurs, je me rends compte qu'elles sont indémontrables, mais je ne peux pas m'arrêter. Parce que ce qu'il faut, c'est préserver une société libérale dans laquelle on préserve cette recherche scientifique sans fin. Je ne dis pas du tout ça, ce n'est pas une condamnation de la recherche scientifique, ça serait évidemment stupide. C'est une réflexion sur l'usage qu'on en fait en pratique. C'est-à-dire que ce scientifique-là se rend compte que, évidemment, on ne peut pas fonder ultimement un syllogisme théorique. Il y a toujours quelque chose qui est indémontrable et donc indémontré. Mais le problème, c'est que ce savant-là ne parle plus de choses théoriques, il parle de choses pratiques. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on éduque les enfants, est-ce qu'il faut se parguer ou pas, est-ce que, etc., des choses comme ça, des choses qui font les actions de la vie. Et bien, comme on ne peut pas démontrer de manière ultime, bien, on ne peut plus jamais prendre de décision. Puisque, au fond, toute décision, finalement, repose sur quelque chose d'injustifiable. Une coutume, quelque chose qu'on n'a pas compris, un champ qui paraissait vraiment inutile et dans lequel on va trouver du pétrole, mais on ne le sait pas. On ne sait même pas ce que c'est que le pétrole. Donc, évidemment, on ne peut pas justifier. Le type qui garde son champ ne peut pas justifier qu'il le garde. Ce champ ne vaut rien. Pourquoi est-ce que tu t'obstines? Je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. Je le sens. Bon. Et ce savant qui veut que tout se démontre et tout se justifie fait la morale. C'est une morale. Il fait la morale, et il fait la morale à qui? Il fait la morale aux gens qui vivent et qui doivent prendre des décisions. Il leur dit, mais attention, si tu prends cette décision, est-ce que tu peux vraiment le justifier? Est-ce que c'est pas que tu as été influencé? Est-ce que c'est pas des stéréotypes? Est-ce que c'est pas quelque chose contre... Est-ce que c'est pas la ruse de la raison?
Et là, vous voyez, le chiasme, c'est ça. C'est que le savant, qui devrait faire de la théorie, transforme sa théorie en morale. Et la théorie qui devait être un moyen pour la morale devient une fin en elle-même, c'est-à-dire la structure de la tautologie et de l'autotélie. Et l'homme de la rue, qui lui devrait être l'homme de la rue, c'est-à-dire celui qui agit dans sa vie courante, devient théoricien. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas en permanence des magazines qui donnent des conseils aux parents pour l'éducation de leurs enfants, aux gens pour, je ne sais pas, comment faire un potager, etc. C'est bourré de statistiques, de chiffres. Les gens se demandent quel est le rendement de leur voiture électrique, est-ce qu'il faudrait que j'en achète une, quels sont les chiffres de l'économie mondiale, etc. C'est-à-dire qu'on transforme la vie pratique en exercice théorique. Et donc, dans un exercice théorique, il n'y a pas de fondement. Il y a de l'indémontrable. Mais quand on passe de la théorie à la pratique, ce qui est indémontrable en théorie, ça porte un nom en pratique, ça s'appelle injustifiable. Et agir de manière injustifiable, c'est vraiment l'épouvantail ultime aujourd'hui. On demande toujours aux gens de se justifier d'une certaine manière. Et donc, c'est ça le chiasme théorico-pratique. Donc, le chiasme théorico-pratique, il prend. Alors, c'est pour ça que j'avais commencé les séances par la question du stéréotype, la chasse aux stéréotypes. C'est ce chiasme théorico-pratique. C'est-à-dire que la vie pratique doit être envahie par les considérations théoriques. Et que font les considérations théoriques? Elles considèrent la vie pratique. C'est-à-dire qu'on doit faire une théorie de la vie pratique. Le savant fait de la pratique et le praticien fait de la théorie. Donc, il y a bien une double inversion comme ça, qui fait que celui qui doit agir ne sait plus quoi faire, ne peut plus rien faire, et ça s'appelle la crise permanente. On ne peut plus prendre de décision. Et comme on ne peut plus prendre de décision, on remet nos décisions aux statistiques, en espérant que les statistiques, c'est du Durkheim, les statistiques pourraient décider à notre place. Mais non, les statistiques peuvent nous donner des statistiques, mais elles ne peuvent pas prendre des décisions pour nous. Et ce qui m'a un peu intéressé, c'est de me rendre compte que ce malaise qu'on vit, et dont le nom est la sociologie, on pourrait dire, j'ai rien contre les sociologues dans la pratique de leur métier, j'ai quelque chose en revanche contre l'idée que la sociologie pourrait devenir la morale du monde. Il faudrait plutôt parler de sociologisme. On a un problème avec le sociologisme. Mais en réalité, la sociologie, on le voit quand on remonte Auguste Comte, Saint-Simon à la Révolution, les théories du contrat, Hobbes, et puis finalement, effectivement, on en revient à ce contraste entre saint Thomas et Hobbes, entre la beauté chez Plotin et puis la beauté chez Hume. Et en fait, c'est vraiment ce motif de l'autotélie qui ressort. Et donc, cette grande opposition entre la volonté de puissance et la charité. Et voilà, c'est pas... quand je parle de la charité, c'est pas une espèce de morale catho un petit peu superficielle ou niaise ou bien pensante. C'est véritablement un motif philosophique. Et ce motif philosophique, bon, voilà, j'espère avoir un peu synthétisé les choses ce soir, qu'on saisisse qu'il est métaphysique, en réalité, parce qu'il se décline dans toutes les branches, dans tous les aspects de l'existence et dans toutes les branches de la pensée théorique. Puis on voit bien que c'est vraiment ce motif-là qui fonde et qui structure les problèmes qu'on est en train de vivre, et puis la racine justement dans ce que j'appellerais donc le sociologisme. Voilà, bon, je crois que j'ai un peu fait le tour sur ces questions-là. Évidemment, ce que je vous dis est très programmatique. C'est un travail en cours avec des lectures évidemment beaucoup plus précises des textes, mais bon, qui n'aurait pas sa place ici. Et puis donc au mois de juin, je vous proposerai de voir ce que ça donne quand un individu est tellement pénétré de ce qu'il faut bien appeler une idéologie,
cette idéologie moderniste. Et quand cet individu pénétré d'idéologie moderniste se met à faire des œuvres d'art en voulant exercer sa souveraineté, ben ça donne la pissotière du Duchamp. Donc, je crois que ça se lit de manière très précise dans cette non-chose, parce que l'objet, à la limite hypothétique, et son existence, la question même de son existence ne présente pas d'intérêt, comme Philippe Serres l'avait déjà montré dans son livre sur Duchamp. Et donc, ce que je proposerai le mois prochain, enfin pas au mois prochain, mais au mois de juin, ça sera de comprendre ce motif dans l'histoire de l'art à partir de ces concepts philosophiques. Merci de votre attention.